La vie est une chance à saisir, une beauté à admirer et une béatitude à savourer, nous disait Mère Teresa. On s'en aperçoit plus quand l'orage passe et que le beau temps se profile à nouveau. Dans notre vie, ces orages se traduisent par des passages cruels, des moments douloureux qui nous secouent et bousculent notre quotidien. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Boussole, l'émission qui met en avant des parcours atypiques pour inspirer la jeunesse et l'avenir. A tout de suite après le teaser. Sous les projecteurs aujourd'hui et sous les lueurs froides du mois d'octobre, qui révèlent entre le rouge et le blanc la couleur rose, symbole de la prévention et de la lutte contre le cancer, nous recevons une warrior, une véritable guerrière qui a surpassé et combattu l'obstacle. Elle s'appelle Rebecca Mumba. Alors bonjour Rebecca. Bonjour Célina. J'espère que tu vas bien. Ça va. Très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca Mumba, j'ai 27 ans, je suis d'origine gabonaise, je suis chargée d'études statistiques et actuarielles et je vis en Île-de-France. Super, merci beaucoup Rebecca. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu chargée d'études Chargée d'études statistiques et actuarielles. C'est la première fois que j'entends ça. L'actuariat. Oh oui. Alors, tu peux nous dire en plus, ça consiste à quoi ce métier? Alors, l'actuariat, pour faire simple, c'est l'application des probabilités et statistiques aux problèmes d'assurance ou de finance. D'accord. Tout simple. Ok. Et quel est le parcours pour pouvoir décrocher ce poste? J'ai effectué une licence en sciences et technologies, option mathématiques, et ensuite j'ai effectué un master en actuariat. Donc, et pour devenir actuaire, on peut passer en fait principalement par une école d'actuariat, mais aussi on peut le faire à la faculté. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est possible. D'accord. C'est mon parcours. Super, en tout cas, beau parcours, félicitations. Ça a été facile ou pas? Pas vraiment. D'accord. Voilà. Une licence mathématique, ça fait partie des licences les plus difficiles. Mais voilà, j'ai pu valider en 3 ans ma licence de mathématiques. Et ensuite, j'ai effectué un master 1. Voilà, c'était de la découverte dans une nouvelle ville. Et c'est dans le master 2 où j'ai eu des difficultés. En tout cas, on en reviendra plus, donc restez avec nous dans cette émission. Alors, on est au mois d'octobre. Qui dit octobre, on entend souvent parler d'octobre rose. Ouais. Donc, il revient sur la prévention et la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, tu es là avec nous pour justement partager ce passage de ta vie, ton histoire. Alors, pourquoi d'abord tu as accepté de venir témoigner? Parce que ce n'est pas chose facile et régulière qu'on voit. Mais pourquoi tu es venu aujourd'hui partager cela avec nous? Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler du cancer du sein. Donc, j'ai accepté de témoigner aujourd'hui pour pouvoir encourager, sensibiliser les jeunes femmes. Donc, les femmes de moins de 30 ans, de moins de 40 ans, voilà, au cancer du sein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup du cancer du sein chez les jeunes femmes. Moi-même, j'ai été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 24 ans. Et je voulais vraiment sensibiliser et que les gens sachent qu'on peut se sentir concerné par ce type de cancer, même étant jeune. Justement. Alors, on va revenir un peu, on va remonter le sablier, la chronologie des faits. Alors, comment as-tu appris justement que tu étais atteinte du cancer? Alors, donc, on est au mois de juin 2018. Je suis en alternance, en master 2, j'ai fini mes partiels. Je prépare le rapport à mon master, l'obtention, je prépare l'obtention de mon master. J'ai senti une boule dans mon sein gauche, j'ai senti une boule, je me suis un peu inquiétée, je suis allée voir la gynécologue qui m'a rassurée tout de suite, qui m'a dit que c'est rien, c'est peut-être un kyste, tu n'as que 24 ans. Et je suis allée faire des examens
Et tout de suite, on m'a fait sortir une batterie d'examens, donc échographie, mammographie, biopsie, IRM. Et une semaine après, on m'a annoncé voilà, que j'avais un cancer du sein. J'étais en plus au bureau, donc entre midi et 2. C'est à ce moment-là que j'ai appris que j'avais un cancer du sein. D'accord. Et ils t'ont défini en fait le stade, à quel stade tu étais? Alors ils m'ont dit, voilà, j'ai un cancer du sein triple négatif, non métastatique, de grade 3. Alors, il faudra expliquer. Voilà, de grade 3. Ouais. Alors, il existe 4 types de cancer du sein. D'accord. Et le cancer du sein triple négatif, c'est l'un des cancers du sein les plus agressifs et qui a toujours tendance à revenir. Quand on parle de grade 3, on parle de grade dans le cancer, c'est le niveau d'agressivité des cellules cancéreuses. Donc ça part du grade 1 au grade 3. Et moi j'étais au grade 3, donc les cellules évoluaient très très vite. C'est pour ça que je ne l'ai pas senti avant. Et qu'au moment de la détection du cancer, j'avais 4 cm de tumeur. Waouh! Voilà. Un choc. Et justement, quelle a été ta réaction? Tu l'as appris entre midi et 2. Entre midi et 2, voilà, j'attendais la réponse, voilà, l'appel de la gynécologue. J'étais déjà un peu inquiète parce que voilà, un peu en tant que scientifique, j'avais déjà fait un peu mes petites recherches. Et j'avais les résultats de l'IRM qui me disaient que voilà, j'ai quelque chose qui fait 4 cm, un nodule qui fait 4 cm. Et en faisant mes recherches, j'avais découvert que quand toutes les femmes ont des nodules déjà, j'avais découvert que lorsque on a un nodule qui dépasse 1 cm, il faut commencer à s'inquiéter. Donc dans un coin de ma tête, voilà, je m'interrogeais déjà. Quand la gynéco m'annonce que voilà, j'ai un cancer du sein, qu'il faut faire vite, qu'il faut tout de suite me prendre en charge, qu'il faut que je me prenne en charge. Étant chrétienne à la base, ma première réaction était d'aller prier. Ah oui? Oui, ma première réaction était d'aller prier. Prier pourquoi? Prier pour accepter ce qui m'arrivait et de pouvoir y faire face. C'était ça ma première réaction. Voilà, c'était ça ma première réaction. Parce que moi, je m'attendais plus peut-être à des cris, pourquoi moi, à des interrogations comme ça, mais c'est plutôt l'acceptation. Oui, voilà, je me suis dit, j'ai accepté en fait, je me suis dit, pour moi, c'est une épreuve comme toute autre. Je ne savais pas ce que j'allais vivre, je ne savais pas le parcours que je devais effectuer, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait un cancer et je me suis dit, je vais l'accepter comme une épreuve et pouvoir aussi voilà, soutenir mes parents parce que j'étais seule en France, étudiante, toute ma famille au pays, donc voilà, je me suis dit, il faut que je m'arme voilà, de courage pour pouvoir faire face à cette épreuve. C'est clair. En tout cas, je reste ébahie. Et est-ce que tu as cherché à connaître les causes? Parce que quand on est atteint d'une maladie, forcément, on retourne vers les causes. Exactement. Lorsque j'ai commencé le traitement, les médecins ont décidé de faire un test génétique. Et en fait, on a découvert que j'avais un gène qui s'appelle BRCA1. Il existe aussi un gène BRCA2. Et en fait, lorsqu'on a ce gène-là, on est prédisposé à avoir un cancer du sein et un cancer des ovaires. Donc voilà, j'étais déjà apparemment prédisposée à avoir un cancer du sein et un cancer des ovaires. Et ce gène-là, il a muté. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu d'Angelina Jolie. C'est une histoire un peu que tout le monde connaît. Sa mère est décédée d'un cancer du sein. Et elle a appris qu'elle avait ce gène-là. Et voilà. Puis elle a fait l'ablation, je pense. Elle a fait l'ablation. D'accord, ok. Alors, donc là, c'est l'étape découverte. On passe au traitement. Le combat contre le cancer. Alors, quels sont les traitements que tu as suivis? Alors, on m'a annoncé voilà, mon parcours de soins, que je devais passer par une chimiothérapie, une opération et de la radiothérapie. Donc, je commence les traitements. Je dois avoir 16 chimiothérapies. Wow. Voilà, dites 4 grosses chimios et 12 petites.
Et au final, je n'ai fait que 11 chimiothérapies. D'accord. On a interrompu le traitement de chimiothérapie parce que voilà, il y a eu des effets secondaires assez graves derrière. Et ensuite, on a programmé l'opération, une tumorectomie. Donc la tumorectomie, c'est l'ablation de la tumeur, juste l'ablation de la tumeur. Ensuite, j'ai suivi une radiothérapie. Donc radiothérapie, c'est-à-dire on envoie des rayons UV à la partie du cancer, à la partie localisée pour tuer les cellules, voilà, pour tuer le reste des cellules qui restent. Ah d'accord, après la chimio. Après la chimio et après l'opération. Waouh, une batterie de soins, de traitements. Exactement, ça a duré au moins 5 mois. Ensuite après, j'ai été, juste après mon opération, donc avant la radiothérapie, j'ai dû être hospitalisée pour 6 mois dans un centre de rééducation. Pourquoi? Comme je le disais, mon traitement de chimio a été interrompu parce que j'ai eu un effet secondaire qui s'appelle, j'ai eu des douleurs neuropathiques, donc, que j'ai jusqu'aujourd'hui. Donc les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que la chimio a atteint mes nerfs sensitifs. Wow. Voilà, j'avais perdu toute sensation dans la motricité. Voilà, dans les mains, dans les pieds. J'étais handicapée, moteur supérieur, inférieur. J'étais à béquille, même écrire, je ne pouvais plus. Donc j'ai dû rester 6 mois dans un centre de rééducation pour faire des séances de kiné, d'ergothérapie, pour réapprendre en fait à être autonome. C'est impressionnant. Et du coup, tout à l'heure, tu as évoqué qu'il y avait ces conséquences lourdes que tu avais subies. Au-delà, est-ce qu'il y a des... quel a été le plus dur, en fait, au cours de ce traitement pour toi? Alors, pour ma part, c'est la découverte de la neuropathie. Je ne dis pas que la chimio est facile. Alors là, non. La chimio, c'est quelque chose de très, très difficile. J'avais des séances de chimio toutes les 2 semaines. Donc, on injecte le traitement. On chute complètement parce que vraiment la chimio c'est quelque chose qui tue toutes les cellules à renouvellement rapide. Donc non seulement ça tue les cellules cancéreuses, mais ça tue aussi toutes les bonnes cellules qui restent. C'est clair. Donc pour moi c'était la neuropathie parce que la chimiothérapie j'étais un peu préparée, psychologiquement je m'étais déjà préparée. Et la neuropathie je ne connaissais pas, on ne m'avait jamais parlé de cet effet secondaire là. Et voilà, avoir cet effet secondaire-là, perdre toute mon autonomie. Et c'était une période où j'étais complètement seule, je vivais seule. Donc pour moi, ça a été très difficile, voilà, de devenir complètement handicapée. C'était pour moi le plus difficile. Voilà, comme je dis, aujourd'hui, ça continue toujours parce que on parle aujourd'hui maintenant de douleurs neuropathiques chroniques. Parce que voilà, ça va rester. On ne sait pas jusqu'à quand. Parce qu'il n'y a pas de vrai traitement derrière pour reconstruire les nerfs. C'est-à-dire qu'on donne des traitements, des antidouleurs pour aider aussi les nerfs à se reconstruire. Mais il n'y a pas de vrai traitement derrière en fait. Wow. Tout le quotidien est secoué. Voilà, tout le quotidien est secoué. Et surtout, ce qui est difficile, c'est que les médecins ne puissent pas me dire à quel moment ça va s'arrêter. Qui sont un peu perdus. C'est ça le plus difficile en fait, voilà, durant mon parcours. Wow. Tout à l'heure, tu as évoqué la chimiothérapie. En général, on voit les conséquences lourdes qui agissent surtout sur notre féminité. Donc, perte de cheveux, sécheresse cutanée. Alors, comment tu as vécu cela? Alors, comme je disais, voilà, je m'étais préparée psychologiquement. Si bien que avant de commencer ma chimiothérapie, j'étais allée me raser la tête. J'ai fait une petite coupe à la garçonne pour mettre un point d'honneur à mon cancer, quoi. Et voilà, la chimiothérapie, voilà, en tant que femme, c'est vrai, la chevelure, on perd les cheveux. Lorsque les cheveux ont commencé à quitter, mon fiancé à l'époque, on a acheté une tondeuse, on a rasé ma tête, voilà, dans la bonne humeur. J'ai perdu les sourcils. Voilà, les sourcils, voilà, c'est vraiment l'expression dans le visage de quelqu'un. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai mon crayon de beauté, allons-y. J'ai perdu les cils, bon, on peut rien faire. Et c'est vrai que quand moi j'allais faire mes chimiothérapies, je prenais le temps de me maquiller, de me faire belle, de me dire que voilà, c'est des choses qui arrivent. Et aussi derrière, le fait de voir en fait des témoignages, des personnes en fait qui avaient vécu ça. Personnellement, je m'étais appuyée sur un témoignage, un témoignage vidéo d'une dame. J'avais vu son parcours, j'avais vu le début, j'avais vu la fin.
je me disais que oui, il y a une fin. Je savais que les cheveux doivent repousser. On peut avoir des conséquences. Voilà, en tant que personne afro, ben, on devient encore plus noir. On a des ongles voilà, qui deviennent complètement noirs. Mais c'est pas grave, je savais que ça allait partir. J'avais des personnes autour qui me disaient, voilà, ça va partir, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et en aucun cas, cela n'a ébranlé ta confiance en soi? Non, parce que j'étais bien entourée. C'est vrai que j'avais pas ma famille propre ici, mais voilà, j'ai pu avoir des personnes qui m'ont soutenue, donc notamment mon mari actuellement, des collègues qui sont devenus des amis qui étaient là, des personnes, j'ai rencontré quelqu'un qui a traversé la même chose, qui était là tout le temps pour m'encourager. Donc non. C'est vrai, comme je dis, c'est pas facile. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, non. D'autres personnes, il y en a qui il y a des jours où je pleurais. Voilà, il y a des jours où je pleurais et ça fait du bien. Voilà, pleurer, je pleurais, mais aussi bah, je me relevais. Parce qu'on a l'impression que tu acceptais le fait et que tu essayais de te relever. On n'a pas vu une once peut-être de faiblesse. Comme je disais, voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait tenir, c'est ma foi. C'est vraiment le fait de mettre ma foi en Dieu, c'est ça qui m'a fait tenir. C'est-à-dire que je me disais, peu importe l'issue, c'est pas grave quoi, c'est la vie. Je me suis dit, il y a des gens qui vivent plus dur que ça en fait. Des gens qui vivent plus dur que ça. C'est vrai, il y en a qui me disaient, mais t'as que 24 ans. C'est vrai, c'était dur parce que dans la chimiothérapie, bah, il fallait que je me batte pour rédiger par exemple mon rapport, pour valider mon master parce que c'était pas validé. Donc j'ai été soutenue pour ça. J'ai envoyé mon rapport d'alternance en temps et en heure. Félicitations. Merci. Donc j'ai validé mon master 2. Ça m'a reboosté encore le fait de valider. Voilà, il y a eu des coups de mou, où je me disais, mais comment est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Je me disais de temps en temps, je voyais mes anciens collègues, mes anciens camarades de classe, tout le monde travaillait. Moi, je suis là, dans la maladie, je combats. Je me suis dit, waouh, est-ce que ça finit quand? Donc, et aussi la période où j'étais hospitalisée, comme je disais, la neuropathie, l'hospitalisation, c'était une période pour moi la plus difficile parce que mon fiancé n'était plus à côté. Je me retrouvais toute seule, même dans le centre où j'étais. Les week-ends, je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que je vivais seule. Donc il y a eu des périodes de dépression, mais voilà, j'ai toujours su me relever. Parce que je me disais, c'est une épreuve, ça va passer. En tout cas, une véritable warrior. Je reste encore une fois ahurie. Et après le traitement, donc il y a un après, est-ce qu'on peut dire que tu es guérie maintenant? Alors, médicalement, on ne dit pas tout de suite, donc lorsqu'on termine le parcours de soins, on ne dit pas tout de suite qu'on est guéri du cancer. On dit qu'on est en rémission. Moi personnellement, je suis en rémission depuis avril 2019. Donc je suis à ma 3e année de rémission. On dit qu'on est guéri du cancer lorsqu'on passe les 5 ans de rémission. Ok, donc si les 5 ans, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de rechute. Il n'y a pas de rechute, voilà. On dit qu'on est guéri. Ok. Après tous ces tracas, tous ces chamboulements, comment te remets-tu au quotidien? Alors, dans ta vie? Au quotidien, voilà, j'essaie d'être positive. J'ai toujours ce handicap-là, la neuropathie, même dans ma vie professionnelle. C'est toujours là. Des exemples parfois au quotidien? Au quotidien, par exemple, typiquement, la neuropathie, je la sens, pour vous dire, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc c'est quoi? C'est des sensations de brûlure, des picotements au niveau des mains, des pieds. J'ai des doigts parfois qui gonflent, qui deviennent rouges et qui chauffent énormément. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends des poches de froid. Si je suis au boulot, ça m'arrive d'enlever mes chaussures, de mettre mes pieds sur le sol froid, d'avoir une bouteille d'eau fraîche à côté. En fait, j'apprends à vivre
avec mon handicap. J'apprends à me dépasser en fait. Je ne veux plus voilà, me laisser abattre par la neuropathie, parce qu'au début c'est arrivé tellement, c'est arrivé comme ça d'un coup, Donc, j'imagine. que je me suis laissée emporter, parce que comme je disais, j'étais devenue handicapée parce que je n'arrivais plus à poser mes orteils au sol. Donc je ne marchais plus normalement, donc je me suis vraiment laissée emporter par ça. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, je me dis non. Aujourd'hui, je me bats. Je veux porter des chaussures fermées. Je veux marcher avec. Je sors, ça m'arrive quand je fais une journée, toute la journée dehors avec des chaussures fermées. Ça fait mal, mais je supporte en fait. Personne ne peut imaginer que j'ai ça en fait. C'est pas un handicap qui se voit vraiment. C'est-à-dire que seules les personnes au quotidien savent que voilà, j'ai ce handicap-là. Il y a des fois quand je sors avec mon mari, dès que je touche sa main et que ma main elle est chaude, il sait que voilà, là, j'ai mal en fait. D'accord. Est-ce que tu as essayé de pratiquer des activités nouvelles dans ton quotidien, justement, pour remettre peut-être un peu les choses à leur place ou mieux accepter les changements? Alors moi, je suis une personne, j'ai toujours été une personne très dynamique. J'ai D'accord. toujours voulu aller à 100 à l'heure, si bien que même ma reprise professionnelle, j'étais allée un peu trop vite. Ah oui. J'étais allée un peu trop vite parce que je ne voulais plus rester à la maison, je m'ennuyais. Mais je suis tombée sur des personnes formidables qui ont compris en fait que j'avais ce problème-là, que je sortais d'un long arrêt maladie. Vraiment, je les remercie encore aujourd'hui parce que j'ai pu voilà, avancer professionnellement parce que je suis tombée sur ces personnes-là. Et je me suis passionnée voilà, par d'autres choses. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai vraiment envie de faire plein de choses. Je me passionne vraiment, par exemple, pour le tricotin que j'ai appris toute seule sur YouTube. Je me passionne pour la décoration. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie aussi, derrière, voilà, d'encourager ces personnes-là qui traversent cette épreuve. J'ai envie voilà, de témoigner à ces jeunes femmes-là, de dire à ces femmes-là que c'est possible en fait. C'est possible d'y arriver derrière. C'est clair, c'est possible. C'est possible d'y arriver derrière. Voilà. Alors, on va rentrer dans un cadre un peu dans l'introspection. Qu'est-ce que ce passage dans ta vie t'a apporté au niveau personnel, peut-être même à des hauteurs plus profondes? Alors, aujourd'hui, ce que moi j'ai appris, c'est l'importance en fait d'avoir la santé. Je vais dire aujourd'hui, ça ne se mérite pas. Ça ne s'achète pas. C'est avoir la santé, c'est waouh. Je ne le réalisais pas avant que voilà, voilà, on m'aurait dit en fait plus tard, avant, voilà, j'avais 23 ans, à 24 ans, tu vas avoir un cancer du sein. J'aurais dit non. J'aurais dit non, c'est pas possible. C'est impossible, je n'ai que 24 ans. Toute pétillante. Voilà, exactement. Mais je réalise vraiment aujourd'hui qu'avoir la santé, c'est... comment dire, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix en fait. C'est vraiment une grâce, comme tu dis. C'est une grâce d'avoir la santé. De se lever tous les matins, d'être en forme, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Voilà, parfois on se plaint, je me plaignais, tu peux te plaindre d'un petit bobo, mais c'est une grâce. Comme je le disais, quand j'étais hospitalisée dans le centre, il y avait des enfants, je voyais des enfants en fait de 13 ans qui faisaient des chimiothérapies, de 8 ans, avec des cancers. Et moi j'étais là, je me dis, mais j'ai 24 ans, mais ça va quoi. J'ai eu une adolescence, j'ai eu une enfance. J'ai arrêté de me plaindre en fait de ma maladie parce que je me disais, il y en a qui vivent plus dur en fait. J'ai arrêté de me plaindre, en voyant ces enfants-là qui se battaient pour avoir la vie. Voilà, je dis aujourd'hui, voilà, comme je dis souvent, la vie elle est belle, elle mérite d'être vécue. Et voilà, je profite personnellement aujourd'hui de mes proches, des personnes qui m'aiment. J'essaye de faire ce que je peux au maximum. Parce que voilà, on ne connaît pas demain en fait. On ne connaît pas demain. Demain ne nous appartient pas, c'est sûr. Demain ne nous appartient pas. On est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qui va arriver en fait. On le prévoit. On ne peut rien prévoir en fait. On dit souvent, comme je dis souvent, si Dieu le veut,
voilà, je ferai ça. Si Dieu le veut, je ferai ça. Magnifique, en tout cas, belle leçon de vie. Et du coup, donc les choses, tu vois, maintenant, le monde à travers sous un autre angle. Exactement. Plus positivement. Oui, voilà, rester positif, voilà, c'est ma ligne de conduite. Comme je dis, bah, toujours en avant ma foi. Hein, parce que honnêtement, j'aurais pas eu la foi, je ne sais pas comment j'aurais tenu personnellement. C'est mon cas. Ma foi chrétienne m'a permis vraiment de... Voilà, m'a permis de tenir et continue, voilà, de me permettre de tenir. J'ai subi, en plus de la tumorectomie, j'ai subi une double mastectomie avec reconstruction derrière. Pourquoi? Parce que ayant un triple négatif et un gène BRCA1, donc la probabilité que le cancer revienne était très très élevée. D'accord. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Et aujourd'hui, voilà, je me dis, je reste positive. C'est-à-dire que j'ai un handicap, que ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Mais vraiment, il y a des fois, je travaille, j'ai mal aux doigts, mais pour moi, ça ne doit pas m'empêcher de faire ce que je veux en fait. En tout cas, ça ne doit pas m'empêcher, mais vraiment. Un fort état d'esprit, Rebecca. Et justement, tu l'as évoqué, la foi. Je pense que ça a été ton rempart dans ce combat. Vraiment, la foi, pour moi, vraiment, je le dis vraiment pour moi, c'est vraiment la foi. La foi en Dieu, c'est ce qui m'a aidé à tenir. C'est-à-dire qu'il y a des jours, j'étais tellement fatiguée que je pleurais de fatigue, de douleur. À un moment, je priais seulement. Je priais. Il y a des fois, pendant mes douleurs neuropathiques, j'avais tellement mal, donc quand je ne connaissais pas encore la solution du froid pour m'aider, j'avais tellement mal, ce que je faisais, je mettais des louanges en fait pour m'endormir parce que voilà, je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui, demain, même si je dois me faire opérer, je me dis, bah, ça va aller. J'y pense pas en fait. Honnêtement, j'y pense pas. Je me ferai dans quelques mois, mais je n'y pense pas en fait. Je n'y pense pas. À t'entendre parler, je me dis, mais pourquoi pas ne pas organiser ces accompagnements peut-être ou ces rencontres avec des personnes qui traversent ces moments? Parce que j'ai l'impression que, comme tu l'as évoqué, il y a une acceptation, mais aussi, il y a, je pense même, avant, il y a un état d'esprit qui est antérieur à la maladie peut-être, qui est fort. En tout cas, je vois en face de moi une personne qui est peut-être naturellement confiante, dynamique comme tu l'as évoqué, et qui veut à tout prix en tout cas relever les défis et marcher et faire son petit bout de chemin. Donc je sais pas, Rebecca, peut-être un projet? Alors, ben, je me laisse conduire en fait. Je me laisse conduire. Quand j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui traverse ça, que ce soit une personne plus jeune que moi ou un peu plus vieille que moi, j'essaye de me mettre à fond pour cette personne. J'essaye de l'encourager au maximum parce que je sais qu'on en a besoin en fait. On en a vraiment besoin. Et même pour les personnes qui sont autour, c'est vraiment important. Ce que je peux dire aujourd'hui à ces personnes qui entourent, c'est vrai que ça va pas être facile en fait au quotidien parce qu'il y a les humeurs, il y a les changements d'humeur. J'ai été en ménopause médicamenteuse, donc il y a tout, il y a des humeurs, voilà, exécrables, mais je suis contente parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui a su en fait m'encourager, qui a su rester avec moi, me faire sourire en fait. On a besoin de ça quand on traverse ces épreuves-là. Moi, je n'avais pas besoin qu'on m'apporte en machette-ci, qu'on m'apporte des chocolats, non. J'avais juste besoin en fait que des gens viennent me parler, me faire sourire, me parler d'autre chose que de cancer en fait. Clairement. Moi vraiment quand les gens venaient, parfois ils étaient mal à l'aise, mais je les mettais à l'aise parce que j'avais envie de parler d'autre chose, parce que on est tellement dedans, c'est tellement gros qu'on a envie de parler d'autre chose en fait. Et aujourd'hui, moi, voilà, si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un, une femme qui a vécu ci, ou qui traverse ça, voilà, j'aimerais vraiment l'accompagner, j'aimerais accompagner ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, parce que voilà, on a moins de 30 ans quoi. 24 ans, j'avais pas d'enfants, j'avais pas encore fini mes études, j'avais pas de situation professionnelle. Parfois il y en a, tu vois pas le bout du tunnel. J'aimerais les encourager, voilà, à tenir ferme, à se dire que ça va aller, juste ça va aller, que c'est une épreuve en fait, ça reste juste une épreuve. Je peux le dire, voilà, aujourd'hui je le dis facilement, je ne l'ai pas toujours dit comme ça, voilà, je le dis facilement. Il y en a qui peuvent dire que oui c'est facile, non c'est pas facile, c'est une épreuve difficile, mais je pense que si on accepte en fait, si on accepte
voilà, sa maladie, les traitements, on vit le cancer d'une autre façon. Et voilà, aujourd'hui, voilà, si j'ai l'occasion de rencontrer ces femmes-là, ben, moi ce sera avec plaisir en fait de partager leur quotidien, de les encourager, voilà, de leur témoigner comment moi j'ai fait en fait. Et comment je fais au quotidien, parce que je suis toujours dedans en fait, comment je fais au quotidien. C'est pas facile tous les jours, hein. Je peux vous dire, mon mari il peut en témoigner. Voilà, il subit beaucoup, mais c'est une personne formidable et voilà, c'est tellement important. Il y en a qui n'ont pas la grâce d'avoir des personnes qui les encouragent. Il y en a qui n'ont pas la grâce d'avoir des gens autour. Donc voilà, moi si je peux aider quelqu'un, je le ferai vraiment avec plaisir quoi. Super. Bon Jessica, avant d'entamer la dernière partie, on va se prêter un jeu. Donc un petit challenge qu'on a l'habitude de faire dans cette émission. Je vais te laisser piocher dans la boîte. Donc on va voir. Rien. Quel est le club de football de Cristiano Ronaldo? Oh oui. Il a récemment signé à Manchester United. Ah super, je suis les informations sportives. Mon mari aime le football. Ça marche. Alors, le kiwi est un animal ou un fruit, ou les deux? Le kiwi, bah, un fruit. Et un animal, je ne pense pas. Non, je pense pas. Je sais pas, mais le kiwi, je connais le koala, mais le kiwi, je connais pas. On va essayer de voir les réponses en commentaire. Ouais. Et la dernière? Chanter l'hymne national du Gabon. Ah oui. Heureusement, comment je priais pour que cette question sorte? Ah ouais? Oh bah, je ne sais pas chanter. Ah bon? Bon, je vais chanter le refrain déjà. Juste le refrain, Ok. quelques mots. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une heure se lève, encourager l'ardeur qui vivre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Une autre avec Mais on dirait Whitney Houston, tu dis que t'as pas une belle voix. Non. Je déteste ma voix. Ah bon? Mais si, en tout cas on voit beaucoup de talent. Donc il y a eu la décoration et là on découvre le chant. Oh non, non, pas le chant. Alors là non. Du coup Rebecca, on va entamer la dernière partie de l'émission. Donc sous le thème de conseil et sensibilisation. Donc quel message aimerais-tu adresser à ces personnes qui traversent actuellement les mêmes difficultés, c'est-à-dire qui ont actuellement le cancer du sein? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais dire à toutes ces femmes-là, ou même toutes ces personnes-là qui ont un cancer, ne lâchez rien. Aujourd'hui, le mot cancer, ça fait peur en fait. Ça fait gros. Quand on entend cancer, tout de suite on a peur, tout de suite on peut penser à la mort, tout de suite on peut penser à ces films-là qu'on voit. Ça fait peur, mais je veux dire à ces personnes-là aujourd'hui, ne lâchez rien. C'est vrai, c'est pas facile. Il y aura des moments difficiles, mais vraiment, il y aura des moments difficiles, mais ne lâchez rien. Ayez en fait cette envie-là de vivre, cette envie-là de profiter de vos proches. Et je pense que c'est ça qui permet de tenir en fait. Et pour moi encore, la foi en Dieu en fait. S'appuyer sur quelque chose. Et moi, pour ma part, c'était mon Dieu. D'accord. Donc, on a eu un message pour toutes ces femmes qui traversent les mêmes difficultés. Et maintenant, l'entourage de ces personnes, parfois, on peut rater des choses ou on peut se tenir de façon inappropriée. Ouais. Qu'aimerais-tu leur dire? Pour ces personnes-là qui accompagnent voilà, les personnes ayant un cancer ou même une autre maladie grave, je peux leur dire aujourd'hui déjà un grand merci. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est quelque chose de nouveau. Parfois, on ne sait pas comment parler, que faire en fait. Mais je leur dis de ne pas se décourager en fait, de
Parce qu'on veut essayer, je pense que les personnes voudront essayer de comprendre, mais on ne peut pas comprendre. Je leur dis voilà, de tenir en fait pour les personnes qu'elles accompagnent, être aimant, attentionné, ça touche énormément. Moi personnellement, avoir les petites attentions, ça touche énormément. Avoir un petit coup de fil ou même un petit message de temps en temps. Un dernier mot de remerciement à l'endroit des personnes qui t'ont soutenu, ces personnes spéciales en fait qui ont été là dans ces moments durs. Alors, aujourd'hui, je veux dire merci mais vraiment à toutes ces personnes-là qui ont été là. Aujourd'hui, comme je dis souvent, je ne regrette pas en fait. Mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir eu le cancer du sein. Je ne regrette pas parce que pour moi, j'ai vu des portes qui se sont ouvertes. J'ai rencontré des personnes formidables. Mais vraiment, j'ai rencontré des personnes formidables. Je veux dire merci à mon époux, merci à ma famille. Je veux dire merci aux personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui avaient décidé en fait de me soutenir, qui avaient décidé de venir m'aider, de venir cuisiner pour moi alors qu'ils ne me connaissaient pas. Je veux vraiment dire merci. Je veux dire merci voilà, à toutes ces infirmières-là que j'ai pu rencontrer, ces médecins-là qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vais vraiment dire merci. Comme j'ai rencontré des personnes mais formidables. Les infirmières, on n'en parle pas assez, font un travail formidable. C'est waouh! C'est vraiment un métier énorme, ces personnes-là qui accompagnent. Non, vraiment, je ne peux dire qu'un merci, un simple merci, quoi. Voilà, humblement, un simple merci. Merci infiniment, Rebecca. En tout cas, j'ai pas regretté une seule fois de t'avoir invité aujourd'hui. J'ai en face de moi une personne dynamique, pétillante, une personne positive, je peux dire. Malgré tout ce que tu as traversé, tu restes positif. Et même par le verbe, on sent quelqu'un, comme tu l'as dit, hein, qui a de la foi. En tout cas, ton regard aussi a changé. Et merci infiniment pour ces beaux messages que tu as adressés à ces personnes. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour le reste. Et franchement, que te dire encore à part un grand merci. Et voilà. Vous l'avez tous compris qu'il ne s'agit pas de baisser les bras, même s'il y a des passages rudes. Dans la vie, il faut tenir bon. Et comme je l'ai souligné en ouverture, il faut savourer la vie, car c'est une grâce. Continuez à vous abonner sur nos pages Instagram, YouTube et Facebook. On est là pour vous servir, on est là pour mettre en avant et partager avec vous des parcours atypiques et inspirants. On se retrouve très prochainement avec des invités de taille. Merci beaucoup.